directement. Et alors, là, voilà, je vois que la discussion s'affiche, en effet, lorsque je suis en écran non partagé. Donc, voilà, on va le faire à l'oral. Nous ne sommes pas trop nombreux, comme ça, vous avez quand même l'affichage des questions de tout le monde. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Alors, peut-être une question plus générale, finalement, quand on parle de gestion, finalement, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes dans la gestion administrative des coopérateurs? On pense souvent au nombre de coopérateurs. C'est une question qui avait été posée par pas mal de personnes en amont, et je me dis que ça peut être une bonne première question à se poser finalement. Qu'est-ce qui pose le plus le problème dans une gestion administrative de ces coopérateurs? Je ne sais pas si parmi Virginie, Jean-Philippe ou Jacques, quelqu'un veut commencer. Je peux introduire très brièvement, mais je vais peut-être Oui, enfoncer des portes ouvertes parce que tout le monde sait ça, mais en réalité, il y a des exigences que la loi pose de ce qui doit être repris dans le registre. Et donc, sur les données, évidemment, sur le nombre total d'actions, et le nombre de parts par classe. Il y a des classes de parts, il faut le nom de domicile de chaque, l'identité de chaque coopérateur, que ce soit personne physique ou personne morale, il faut le nombre de parts que chacun détient, il faut les versements qui ont été faits, il faut indiquer s'il y a des restrictions à l'accessibilité, il faut indiquer les transferts, il faut indiquer les droits de vote qui sont liés. Donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être dedans. Et le point de départ, la difficulté, est simplement de ne pas oublier de concevoir, si on ne va pas vers un outil existant, celui que Virginie propose, que Copitizi a développé, si on le fait soi-même, on peut faire un Excel, il n'y a pas de souci, mais la difficulté, je dirais, c'est simplement au départ de ne pas oublier tout ce qui doit être dedans, de façon à ne pas à un moment donné être en difficulté parce qu'on n'a pas prévu quelque chose et qu'un registre c'est fait pour ne pas être corrigé a priori sur des données quelles qu'elles étaient à un moment donné. Donc on doit pouvoir concevoir le truc au départ de façon à ce que tout ce qui doit y être, ou que va devoir y venir à un moment donné, s'y trouve. Alors, petite remarque générale du point de vue juridique, il ne faut pas oublier que pourquoi est-ce qu'en coopérative c'est tellement important cette question du registre, mais c'est à cause évidemment du caractère variable du membership des associés et donc variable j'allais dire du capital, mais on ne dit plus le capital, des capitaux propres liés à cette variabilité-là. Et donc, évidemment, dans une société dans une société anonyme où le capital est statutaire, ben, à un moment donné, quand les choses changent, le nombre de parts, par exemple, en circulation, etc., change, mais c'est acté par une modification de statut communautaire. Donc, on a des preuves certaines de toutes ces choses-là. Bon, pour ce qui est des parts anonymes, il y a toutes des réglementations de façon qui permettent, de manière à pouvoir certifier qui est propriétaire de quoi. Bon, en coopérative, le capital est variable et les parts sont nominatives. Et c'est ces deux contraintes-là qui amènent à l'obligation d'avoir un registre. Et donc, voilà, la difficulté de départ, c'est de tout penser dans le canevas qu'on met en place. merci Jacques. Donc, une première distinction entre toutes les informations à intégrer dans ce registre des coopérateurs et d'autre part, liées aussi en effet aux parts détenues dans le capital de base, quoi. Donc, en effet, c'est toutes ces informations à compiler dans un registre, ça pose en effet déjà un premier problème de gestion, quoi, de savoir comment on compile tout cela. Virginie ou Jean-Philippe, peut-être vous aviez un mot à ajouter? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. En tout cas, oui, merci pour ce rappel. C'est vrai que nous utilisons, nous, un format tableur au départ, qui est donc un format électronique
de prise des renseignements des coopérateurs qui souscrivent. Et effectivement, puisqu'on parle des difficultés, au-delà des différents éléments qui doivent y figurer, comme le rappelle Jacques, il arrive parfois qu'on n'a pas simplement toute l'information sur le coopérateur. Je pense par exemple simplement à des données de contact. C'est moins vrai maintenant parce qu'on a évidemment évolué au niveau du bulletin de souscription quelque part qu'on demande à nos coopérateurs de compléter. Mais au tout début, il arrivait régulièrement qu'on n'avait pas d'adresse mail, peut-être même pas d'adresse postale. Et donc, ça pose aussi un problème, évidemment, au moment de la convocation pour les AG, puisqu'on est censé convoquer tous nos coopérateurs. Voilà, et donc ça, c'est une attention qui existe très fort aujourd'hui, d'avoir l'ensemble des données des coopérateurs voilà, dans le fichier qu'on utilise. Merci. Et justement, donc, vous avez parlé du tableau Excel. Donc, est-ce qu'il y a d'autres outils? Enfin, et là, Virginie pourra très certainement nous en parler, bien évidemment. Mais quel autre outil utilisez-vous qui ne sont pas nécessairement informatiques hein, pour justement avoir une gestion administrative qui soit en lien quand même avec une base informatique toujours. Mais voilà, quels sont les outils utilisés et là, je pense que Virginie pourra aussi nous en dire plus sur les services que vous proposez chez Coop-Itizi. Donc j'y vais ou je ne sais pas si tu poses une question plus largement. Oui, c'était plus largement aussi, mais en effet… Peut-être un tout petit mot, alors Virginie, si tu permets, avant, pour revenir sur ce que Didier vient de dire. Donc quand même, soyons clairs, ce qui complique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On a dit qu'il y a un certain nombre de données qui doivent y être, il faut y penser. Deux, Jean-Philippe dit attention parce que parfois on ne demande pas ces données aux gens et puis après on est embêté parce qu'il nous manque un tas de données. Donc, pensons le plus possible dès le début, quand on inscrit un coopérateur, d'avoir vraiment toute la liste des données dont on a besoin. OK. Après, le problème qui se pose aussi, c'est qu'on est dans une matière où il y a des données. La difficulté suivante, elle va venir de là. On est dans un domaine où il y a des données à caractère privé, donc RGPD. Et en fait, tout ce qui va suivre comme difficulté, il va venir de là. C'est qu'on détient un fichier avec des données à caractère privé et que vienne l'arrêté royal sur le registre électronique ne fait en fait que répéter et décliner sur le mode du registre toutes les obligations existantes quand on a un fichier avec des données à caractère privé sur des gens. Et donc sécurité, accès, traçabilité, enfin, on va énumérer tout ça, on peut y revenir à un moment donné. Et donc il y a toute une série de contraintes qui viennent de là. Et après, et c'est ça l'intérêt d'un produit sans doute comme celui ici, c'est que si vous avez une coopérative dans laquelle on est 3 ou 4, bon, c'est pas trop compliqué, surtout si le périmètre comment dirais-je, va rester plus ou moins, voilà, on va toujours être une demi-douzaine ou une dizaine ou une douzaine, et il y aura un peu de changement, on n'a pas besoin de mettre en place tout un bazar compliqué, mais dans les grandes coopératives, où il y a beaucoup d'entrées et de sorties, et puis à un moment donné où il y a de très nombreuses personnes qui sont inscrites et qu'il faut tenir à jour des données, voilà, il faut réfléchir non seulement à ce que je suis capable de faire mon tableau moi-même, mais surtout ce que je suis capable de le sécuriser, de manière à ce que je sois dans les clous du point de vue de la réglementation RGPD. Donc, je suppose que, voilà, je sais que ce qu'apporte un produit comme celui que Didier a développé, c'est justement non seulement de prévoir toutes les données qui doivent y être, mais en même temps de toute la machine de sécurité qui doit aller autour, tout le dispositif sécuritaire qui doit l'entourer, et qui fait évidemment partie du produit. Merci Jacques pour ce rappel sur le caractère privé des données qui sont à traiter. En effet,
mais qui ont un impact Peut-être sur préciser. les fameux registres. Et Jean-Philippe, oui? Oui, je peux peut-être préciser par rapport à tous ces Oui. éléments-là, parce que j'ai juste parlé d'un tableur pour les renseignements des coopérateurs. Évidemment, dans la procédure, ce fichier est aussi sauvegardé régulièrement pour que ces données soient conservées aussi en plusieurs exemplaires et pas faire l'objet à un moment donné d'une simple perte qui nous posera un gros problème pour les données de nos coopérateurs. Ce qu'on a aussi quand même comme pratique depuis le début, c'est d'émettre systématiquement un certificat papier qui est envoyé aux coopérateurs. En même temps que, enfin, il est envoyé une fois que le coopérateur a été quelque part admis par le conseil d'administration, ceci faisant aussi l'objet d'un PV du côté du CA. Évidemment, la question RGPD n'est pas résolue à notre niveau, puisque même en dédoublant les choses, l'accès sécurisé, pour l'instant, n'existe pas vers ce fichier. Donc, ça, c'est un élément que l'informatisation et le système peut-être que Virginie va évoquer peut apporter. D'accord. Merci Jean-Philippe. Mais Virginie, justement, sur cette question de la sécurisation des données et plus largement sur les logiciels que vous proposez en lien avec les quelques problèmes qu'on a cités, qu'est-ce que tu peux en dire? Mais donc, je ne sais pas par où commencer. Je vais peut-être en 2 mots présenter un peu l'outil avec lequel on travaille et qu'est-ce qu'il permet de faire, qu'est-ce qu'il nous permet de ne pas faire pour répondre à ces diverses difficultés. Donc, c'est un outil qui permet de vraiment suivre le flux suivant. Donc, quelqu'un veut devenir coopérateur de votre coopérative. Il doit se rendre sur un site internet qui est donc fourni par le logiciel, où il doit remplir, c'est en fait le bulletin d'inscription dont on parlait précédemment, avec toute une série d'informations qui sont obligatoires. Donc, s'il ne répond pas à toutes ces obligations, il ne peut simplement pas envoyer le formulaire. Donc là, on est assuré finalement qu'on a des informations de base qui sont là. Or maintenant, évidemment, on a des clients qui nous disent oui, mais telle personne ne veut pas fournir cette information, donc qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Donc, voilà. Ça amène toujours on met des contraintes, mais ça amène d'autres problèmes. On perd la flexibilité. Donc, une fois que le candidat coopérateur a fait sa demande via ce formulaire en ligne, ça crée en fait une demande. Donc, on a vraiment une photo dans le logiciel de qui a demandé quoi, combien de parts, à quel moment. Et alors, à ce moment-là, il y a une validation manuelle qui doit se faire par un gestionnaire de la coopérative. Ça peut en fait équivaloir à l'acceptation par le conseil d'administration d'intégrer des nouveaux coopérateurs. À ce moment-là, automatiquement, en fait, il y a un mail qui est envoyé à la personne avec toutes les instructions de paiement, donc le numéro de compte bancaire, une communication structurée à utiliser. Donc nous, on n'a pas vraiment, on a une solution qui ne permet pas le paiement en ligne, en fait, en direct. Ça se fait dans un second temps. Donc, la personne paye. Et grâce à l'import des relevés bancaires, donc sous forme de codas, c'est un standard fourni par des banques. Par exemple, Triodos fournit des codas gratuits, enfin, pas gratuitement, mais en gros, c'est offert dans le service payant. Mais il ne faut pas payer en plus pour l'avoir. Donc, on peut faire l'import de ces relevés bancaires. Et alors, grâce aux communications structurées utilisées par le futur coopérateur et ce qui est dans le système, on a un matching qui se fait. Et automatiquement, le système va encoder une ligne sur le registre des parts, attribuer les parts au coopérateur et indiquer la date effective de prise de part qui correspond à la date de paiement des parts. Et il va y avoir aussi un certificat coopérateur qui est envoyé par mail sous format PDF, donc qui reprend le numéro de coopérateur, le nombre de parts. Si la personne avait déjà des parts, il y a une nouvelle ligne qui se met en dessous de celle qu'il avait déjà. Et il y a la signature du président du conseil d'administration qui peut être ajoutée aussi sur ce certificat. Donc, ça permet de faire tout ça. Ça n'est pas magique, quoi. Donc, ça veut dire que toutes les choses qu'on fait déjà dans un fichier Excel, il y en a certaines qui sont automatisées, donc l'envoi de mail automatique, par exemple. Mais par contre, il faut encore faire le suivi de ces paiements, s'assurer que les gens ont payé, éventuellement faire des rappels ou se rendre compte que la personne a demandé 10 parts, elle en a payé 5. Est-ce qu'elle veut quand même prendre les 5 supplémentaires ou pas? Donc,
il y a vite plein de choses à gérer quand même, surtout, et ça c'est une des difficultés évidemment qu'on rencontre chez nos clients, quand on a un énorme volume de coopérateurs. Donc, je pense à Médor qui a plus de 1000 coopérateurs, à la Biscope qui a 3000 coopérateurs. Là, suivre tout ça, ça devient un peu l'industrie. Et à ce moment-là, un outil un peu plus automatique comme le nôtre permet vraiment de gérer tous ces flux. Et l'outil permet également de faire le suivi des demandes de transfert de parts entre coopérateurs, les reventes de parts en fin de vie, entre guillemets, du coopérateur. Et donc, tout ça est aussi repris chaque fois dans le registre des parts. Et enfin, un dernier élément, c'est qu'on a pas mal de clients qui s'adressent à nous qui sont éligibles au tax shelter. Donc, ça veut dire que leurs coopérateurs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 35 ou 45% de leur investissement, à condition qu'ils gardent leur investissement dans la coopérative pendant 4 ans. Et donc, à ce moment-là, la coopérative est tenue d'envoyer des attestations chaque année à ses coopérateurs. Et ça peut aussi prendre énormément de temps quand on a beaucoup de coopérateurs. Donc, on a aussi un petit module qui permet de générer ces attestations et de les envoyer automatiquement aux membres. Voilà, donc ça c'est pour une vue globale. Évidemment, l'accès, les aspects sécurisés pour les accès, etc. Mais évidemment, l'outil, on peut y accéder que si on a un accès qui a été donné par quelqu'un dans la coopérative. Maintenant, ça veut dire quand même qu'il faut des procédures de suivi régulier de qui a encore accès à la base de données. Est-ce que des gens qui sont partis de la coopérative ont encore accès et peuvent encore modifier des choses? Donc, le fait d'avoir un outil comme ça ne résout pas toutes les questions de protection des données, évidemment. Il faut mettre en place toute une série de procédures à côté. Et enfin, par rapport au fait de copier, donc avoir, s'il y a un problème avec l'outil, qu'on puisse quand même récupérer les données, parce que c'est quand même notre registre officiel. Ça, mais dans les services qu'on propose, on a des backups qui se font 2 fois par jour pour s'assurer qu'on ne perd pas les données, qui sont envoyées sur un autre serveur, dans un autre data center, dans un autre pays, pour s'assurer que s'il y a le feu, comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps en France, s'il y a le feu, on peut récupérer les informations. Voilà. Et donc, ça demande aussi, l'outil demande aussi beaucoup de rigueur. Et un dernier élément aussi, c'est qu'il y a l'aspect comptable en fait dans la gestion des parts. Donc, vous devez dans votre bilan indiquer combien de parts au 31 décembre il y a le montant du capital en fait. Et donc, il faut aussi travailler en bonne intelligence avec le comptable pour pouvoir sortir les informations éventuellement. En fait, l'outil avec lequel on travaille génère aussi des écritures comptables automatiquement, donc ça permet de faciliter entre guillemets le suivi. Mais c'est un peu un bonus, quoi. Voilà. Merci Virginie. Alors voilà, j'ai retrouvé la discussion. Donc il y avait pas mal de questions, notamment sur le registre et sur son caractère non falsifiable, mais aussi sur les données qu'on doit y intégrer. Donc par rapport au caractère non falsifiable, donc, Olivier nous partage la question suivante, qui dit que par essence, un fichier Excel peut être modifié. Or, le registre est censé être non falsifiable. Est-ce que le registre Excel est donc acceptable légalement? Peut-être. Je veux bien donner une réponse, mais qui ne sera pas pardon, la réponse juridique à l'acceptation du fichier Excel. Simplement pour sécuriser ce fichier, nous sauvegardons sous format PDF et sur une autre plateforme ou Drive ou Cloud régulièrement le registre des parts. Donc c'est celui-là qui est le registre officiel des parts, même si on travaille au départ avec un Excel ou tableur qui nous permet d'ajouter régulièrement et de faire des modifications quand il y a des démissions, voire des décès, même si ça n'est pas arrivé souvent. D'accord, merci. Et peut-être en lien toujours avec le registre, mais par rapport aux données en fait, qu'on va y inscrire, Christine demande si le registre national est par exemple une donnée obligatoire. En fait, Je ne pense pas. Je pense que le texte dit que le nom et le domicile des coopérateurs personnes physiques doivent être mentionnés, mais
on n'exige pas le numéro de registre national. Par contre, pour les personnes morales, il faut la dénomination, l'adresse du siège et bien entendu le numéro d'entreprise. Et pour les personnes physiques, ce n'est pas nécessaire, mais on doit avoir nom, prénom, domicile. Et par rapport toujours à ce registre, mais là pour le coup le registre électronique, par rapport à sa validité, hein, donc la question de Muriel est de savoir si est-ce qu'il faut une signature écrite du coopérateur ou le fait qu'il remplisse le formulaire en ligne atteste qu'il est bien coopérateur. Je ne sais pas si parmi vous trois, quelqu'un veut répondre à cette question. Est-ce que la signature... Je vais commencer à répondre de manière un peu improvisée et peut-être approximative, qu'on va essayer de préciser. Je dirais, je pense qu'on n'a pas besoin d'une signature dans le registre. Par contre, il faut pouvoir prouver de manière certaine que la personne a souscrit. Et donc, je pense, je vais réfléchir un peu plus si d'autres éléments de réponse, mais que je pense que le problème va se poser en aval, en quelque sorte, et que c'est au moment de l'inscription, la souscription, en fait, pour le dire techniquement, juridiquement, à partir du moment où quelqu'un souscrit une part, il faut que cette souscription soit certaine et donc soit signée d'une manière ou d'une autre. Après, ce que la société fait, la société coopérative fait, c'est de transposer des données dans un registre dont une des données est ce qui vient du bulletin de souscription. Donc je pense, je ne sais pas si d'autres ont un autre avis, mais que, et Virginie peut peut-être répondre par rapport à ce qui existe dans le produit dans le logiciel de Copitizi, mais je pense que le problème, il est au niveau du bulletin d'inscription et que ça aussi est quelque chose qui doit peut-être être de nouveau dans les coopératives d'une certaine taille, formalisé de façon à ce qu'on ait voilà, non seulement toutes les données dont on parlait tout à l'heure, hein, et que, bon, effectivement, Jean-Philippe disait, parfois, au début, il y a des choses qu'on n'avait pas parce qu'on ne les demandait pas de manière suffisamment systématique. Bon, non seulement il faut avoir toutes les données, mais en plus, il faut avoir la preuve formelle que la personne a bien souscrit, donc sa signature d'une manière ou d'une autre, à ce niveau-là, au niveau de la souscription, je pense. Merci Jacques. Virginie, peut-être un mot là-dessus, oui, justement. Oui, peut-être d'abord sur le registre national. En fait, nous, historiquement, on le demandait dans le formulaire. Et lors de la collaboration avec Financité pour mettre en place la plateforme Synergie, on nous a demandé de l'enlever, en fait, parce que, en fait, c'était même, d'après les recherches faites par Lise, il me semble, de Financité, c'était carrément illégal, en fait, de demander le numéro national, car, en fait, la loi ne l'exige pas. Et donc, voilà, on l'a retiré, d'ailleurs, dans une base de données. Ça, vous savez. Et même si ça a posé des questions, parce que pour le tax shelter, si on envoie une certaine attestation à l'administration, ils demandent, en fait, l'administration aimerait bien que les numéros nationaux soient mis parce que ça leur facilite évidemment la vie pour leurs encodages et leur contrôle. Mais donc, ce n'est pas obligatoire. Et enfin, donc le deuxième aspect pour la signature. Dans le processus qu'on a prévu, il n'y a à aucun moment la signature du coopérateur qui est récoltée. Par contre, sur le bulletin la demande de souscription, sur le formulaire en ligne, en fait, il y a des petites cases qu'on peut configurer, que chaque coopérative peut configurer un peu à sa sauce pour expliquer sa politique de gestion des données. Le fait que le coopérateur doit cocher ces cases en fait, pour dire qu'il a pris connaissance du ROI, des statuts, etc. Et donc, toutes ces petites cases qu'il coche sont bien conservées après dans sa demande, même sur sa fiche de contact dans la base de données. Et donc, on a estimé finalement, en travaillant avec nos clients, que c'était suffisant pour dire que la personne voulait vraiment devenir coopérateur. À un moment, elle paye aussi sa part, donc on doit quand même... c'est logique, quoi. La personne, elle a fait toutes les démarches, quoi. Donc, voilà. C'est juste, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure aussi,
Virginie a tout à fait raison. À partir du moment où la personne est payée, à payer, ben je pense que plus vraiment seulement besoin de sa signature à ce moment-là, parce que le fait de payer est évidemment une preuve certaine que la personne voulait souscrire. Il y avait Olivier qui avait une remarque sur le numéro de registre national, peut-être en lien même très certainement avec la quantité de coopérateurs qu'on peut avoir dans sa coopérative, c'est qu'en cas d'homonyme, le numéro de registre national permet d'identifier et de faire la différence entre les personnes. Bon voilà, étant donné que c'est illégal, ça Non, pose mais aussi l'adresse, question. il faut des anonymes qui en plus habitent à la même adresse. C'est vrai. Il y a quand même l'adresse est requise. Hein. Mhm. Le domicile précis est requis. Donc là, normalement, on va pouvoir différencier suffisamment. Alors, il y avait aussi une question par rapport à l'accès au fait, aux services que vous proposez chez Coop Easy plus particulièrement. Donc, voilà, comment ça se passe pour qu'on puisse accéder au logiciel Mais donc, il y a, mais donc, avec le partenariat qui a été fait avec le label Financité, en fait, il y a une plateforme mise à disposition par le label qui permet de gérer ce registre des coopérateurs, enfin, et vraiment toute l'inscription des coopérateurs en ligne. La partie tax shelter n'est pas disponible dans cette version-là. Et donc, ça, les modalités, en fait, sont à voir directement avec Financité. Et donc, la condition, c'est d'être labellisé. Et puis, à côté de ça, nous, Coop Easy, on fournit aussi des services pour mettre à disposition ce genre d'outils. Mais alors, c'est intéressant de venir s'adresser à nous en direct quand on va utiliser l'outil de gestion, non seulement pour la gestion des coopérateurs, mais aussi pour faire sa comptabilité, pour faire sa gestion de stock, pour faire vraiment utiliser toute la puissance en fait, de Doo et pas seulement la gestion des coopérateurs, même si c'est possible aussi. Et donc, pour ça, il suffit de s'adresser à nous, info@coopteasy.be. Et donc, nous, on a des offres un peu standards. Et là, c'est payant. Pour le coup, on se rémunère, aussi bien pour la mise en place de l'outil que pour l'hébergement des données dont je parlais tout à l'heure, hein, tout le système de backup, sauvegarde, etc. Merci Virginie. Peut-être un Oui, Jacques. morceau de réponse à la question que les gens ne donnent pas toujours leur changement de... Ah oui, à la remarque au sujet du changement d'adresse. Oui, voilà, Muriel dit, nous ne sommes pas toujours au courant. Oui, voilà. Je pense que, d'abord, la coopérative n'est pas responsable des, comment dirais-je, des modifications de données qu'on ne lui communique pas. Donc, si vous avez quelqu'un qui est dans le fichier avec une adresse qui n'est pas correcte, et si vous convoquez une assemblée générale l'année suivante, il ne pourra pas se plaindre en disant on ne m'a pas convoqué à la bonne adresse s'il n'a pas communiqué son changement d'adresse. C'est un problème qui existe dans plein d'autres domaines. Hein. On prend un domaine qui n'a rien à voir, mais en matière, par exemple, de contrat d'emploi et de données qu'un employeur doit avoir, le même problème existe. Hein. Le nombre de gens qui déménagent sans prévenir leur employeur, qui continuent gentiment à envoyer du courrier à des adresses qui n'existent plus depuis longtemps, voilà. Tant que les gens ne le disent pas, on peut pas, on peut évidemment pas le savoir et on ne peut pas être tenu pour responsable de ne pas avoir. Donc, peut-être, quand on disait tout à l'heure, au début, quand les gens s'inscrivent, on leur précise bien toutes les données qu'ils doivent fournir. Il faut sans doute rajouter une ligne en disant n'oubliez pas, quand ces données changent, de nous communiquer les changements. Merci Jacques pour cette précision. Et Rachel a une question sur le transfert de données lorsqu'on utilise de base un tableur Excel avec visiblement une grosse quantité d'informations. Comment se passe ce transfert des données des coopérateurs vers le logiciel en question? Pour ça, pour la plateforme, l'outil du label Financité, il vaut mieux s'adresser à eux directement pour savoir s'ils font du support par rapport à ça. Je ne sais pas. Quand on travaille, nous, en direct, en fait, dans le service de mise en place de l'outil, on fait aussi tout l'import de l'historique.
Donc, en fait, on le fait comme si on rejouait le passé. Donc, on va vraiment refaire toutes les demandes de souscription, les valider. Et... Pardon? Je suis en réunion, mais c'est pas grave. Je suis dispo, donc tu as besoin de demander à Doug, c'est ça, hein? Qui est en train de nous hacker? Voilà, Ok. c'est Thibaut, j'ai pu couper son micro. Je pense qu'il est au téléphone. Oui, donc on rejoue tout le passé. On va aussi réimporter les relevés bancaires s'ils sont disponibles, ou bien au moins remettre les dates de souscription. Et c'est là qu'on voit que c'est important, comme Jacques le disait au début, dès le départ, quand on a un registre sous forme d'Excel, d'avoir un maximum d'informations, parce que sinon on se retrouve, nous, à devoir rejouer le passé avec des infos manquantes. Et c'est à ce moment-là aussi souvent qu'on se retrouve avec des gens qui sont censés être coopérateurs mais n'ont jamais payé leur part. Ou voilà, donc ça fait partie du travail qu'on fait à ce moment-là. Et on se rend compte que finalement, il faut être rigoureux dès le début, quoi. Ça facilite le travail après. Et de toute façon, c'est utile pour la coopérative de savoir qui est membre, qui n'est pas membre. D'accord, merci. Alors, il y avait, je pense, une question mais très très précise par rapport aux personnes qui ont accès aux données. Et peut-être que Jean-Philippe, avec son expérience, pourra nous répondre. C'est finalement combien de personnes ont accès aux fichiers Excel et aux données finalement à caractère privé, et comment peut-être on gère cela, quoi, lorsqu'il faut de jour en jour accepter de nouveaux coopérateurs, voilà, dans la gestion quotidienne. Oui, oui, évidemment. Le fichier figure sur une plateforme aujourd'hui qui est le fichier de base, hein, qui est accessible à toute l'équipe, en quelque sorte. Très récemment, nous avons changé notre système de caisse en magasin. Et il faut savoir que nos coopérateurs ont une réduction de 5% en magasin. Donc, il était important que les personnes qui s'occupent du magasin puissent avoir accès à l'information pour, de temps en temps, pouvoir confirmer que la personne qui se prétendait coopérateur ou coopératrice l'était bien. A priori, on fonctionnait sur la confiance, mais là, il y avait une nécessité quand même aussi, parfois sur la simple question du client, de pouvoir vérifier qu'il l'était ou pas. Donc là, tout le monde avait accès à ce tableur. C'est plus ou moins terminé parce qu'entre-temps, on a changé le système de caisse et la base de données a été introduite dans le nouveau système. Donc là, ça constitue simplement une base de données clients, en quelque sorte, qui ont accès à la réduction de 5%. Et c'est un accès direct. Ce qui fait que le fichier de base reste accessible à tous en théorie, même si par ailleurs le fichier PDF sauvegardé n'est pas accessible à tous. Il n'est accessible qu'à une seule personne, pour l'instant, en l'occurrence moi. Voilà, un peu le fonctionnement. Et enfin, je peux. Oui, bien sûr. Dire. Oui, ce que Jean-Philippe vient de dire me paraît important, parce que la situation qu'ils ont connue chez Recover à un moment donné, clairement était problématique. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'il faut décider en interne. Parce que, voilà, je pense que même si on va chercher un outil comme celui de Copy-Easy, si après, une fois qu'il est implémenté, tout le monde peut y accéder, voilà, ben on a un gros problème, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. On a un gros problème, mais ce n'est pas la faute du système, c'est la faute à l'organisation interne. Donc, il faut absolument des procédures internes à l'entreprise qui limitent l'accessibilité et donc, voilà, l'accessibilité des données privées. Évidemment, d'en extraire le fait que c'est une base client, comme disait Jean-Philippe, de manière à ce que ça, tout le monde puisse le constater parce que ça donne accès à une ristourne, il n'y a pas de problème, mais tout le reste, qui doit rester confidentiel, doit le rester. Et donc là, il faut vraiment limiter les accès. Ce qui veut dire que, en principe, c'est l'organe d'administration, légalement, dans l'arrêté royal. Mais on peut faire des délégations, il faut les faire. Je veux dire, il faut dire, voilà, le conseil d'administration décide que
Madame Trucmuche, en tant que gestionnaire administrative et comptable, a accès, voilà, genre. Donc, il faut avoir des procédures de ce type-là. De nouveau, si vous avez une coopérative, 5 personnes, ok, on va mettre des usines à gaz en place pour des choses qui… Mais le problème se pose très vite quand c'est des coopératives, il y a un nombre de coopérateurs. Donc là, il y a intérêt à, au-delà du système dans lequel on met les données, et de la sécurité de ce système en tant que tel, et de son, bien sûr de sa protection, du fait qu'il ne soit pas, voilà, qu'il soit pas accessible de l'extérieur, falsifiable, etc., etc. Au-delà de ça, en interne, il faut savoir qui a accès, il faut limiter les accès pour rester conforme au RGPD, à la traduction du RGPD dans l'arrêté royal de 2019 qui gère la question des registres électroniques. Mais si c'est un registre papier, c'est pareil, hein, il ne peut pas traîner sur un coin de bureau. C'est la même chose, mais avec d'autres moyens. Merci Jacques. Jean-Philippe. Oui, juste Oui. préciser qu'en fait, on est dans ce travail-là parce que nous sommes aussi en train de réviser nos statuts et que là-dedans, une série de choses ont été précisées sur les responsabilités du conseil d'administration, mais aussi sur les informations du registre, ce qui n'était pas le cas dans la précédente version de nos statuts, et que pour début octobre, en fait, en même temps que la nouvelle version de nos statuts, les procédures que Jacques évoque seront finalisées, quoi. Par rapport à cet accès, Muriel nous a déjà un peu répondu hein, par rapport à qui peut avoir accès, donc ça doit être très réglementé, mais en interne, ici, elle pose la question par rapport à l'extérieur et aux coopérateurs qui ont des demandes pour venir consulter en fait, leur registre. Comment on gère cela lorsqu'on a une demande d'un coopérateur? Visiblement, il ne peut pas le faire, mais j'imagine que par rapport à ses données personnelles, oui. Mais comment on gère ce genre de demande? Je ne sais pas si… Enfin, moi, je n'ai pas vraiment d'expérience d'un coopérateur qui serait venu demander à consulter le registre. Il y a des coopérateurs qui s'informent pour savoir si leurs données sont bien reprises, en ordre, etc. Mais j'avoue que je n'ai pas eu de demande de consultation comme celle que tu évoques, quoi. Même si effectivement, il est prévu dans le code que ce registre est consultable. Ok. Merci. Alors, nous avons une question de Christine. On va peut-être répondre oui. à la question précédente. Je n'ai pas la réponse complète. Il faudrait peut-être qu'on vérifie exactement comment on fait, parce que effectivement, l'accessibilité, il faut la donner pour vérifier les données de la personne, mais on ne doit pas nécessairement donner accès à tout le reste. Et techniquement, comment faire ça, je n'en sais trop rien, mais je pense qu'il faut avoir en place une procédure qui permet de vérifier une partie et pas le reste. Je ne sais pas comment techniquement le faire. Je ne sais pas si je pourrais la répondre avant la fin de la réunion. Quant à la question de ceux qui quittent, en fait, les inscriptions qui sont dans le registre qui concernent cette personne, y compris la dernière inscription qui sera que soit on lui a remboursé sa part, soit elle a cédé sa part à quelqu'un d'autre, ce seront les dernières inscriptions la concernant, et pour le reste, elle restera dans le fichier pour l'historique. Et ad vitam, si je puis dire. Je ne sais pas jusqu'à quelle période on va conserver, mais comme ce sont des données, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont des données des fonds propres de l'entreprise, je pense qu'il faut conserver l'historique. Et quant au dossier du coopérateur, je ne sais pas ce que Mireille veut dire exactement par le dossier, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un dossier. Si on a un dossier, celui-là, on peut le détruire après si on a
séparément du registre, si on a un dossier au nom de la personne, bah, pour une raison ou pour une autre, celui-là, il peut disparaître. Par contre, les inscriptions qui sont dans le registre demeurent. Merci Jacques, vous avez déjà répondu à la question d'après. Et nous avions une autre de Christine. Donc, je la lis là directement. Comment permettre un pourcentage de coopérateurs, et si c'est prévu dans les statuts, de pouvoir introduire un point à l'ordre du jour de l'AG, voire de provoquer une réunion de l'AG? Question intéressante, mais elle n'est pas sur le registre, hein, on est d'accord. Non, 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 là, on est Hein? parti sur autre Il n'y a chose. pas de lien, je ne dois pas chercher un lien avec le registre. Non, 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 là, je prends vraiment une question en plus. Je n'ai pas fait le lien directement, bien entendu. Je peux peut-être Oui. intervenir parce que moi, c'est quand même une question que j'avais par rapport au Code des sociétés qui, effectivement, demande que ce registre soit disponible. Je l'avais quand même un peu compris comme la possibilité pour un coopérateur de connaître les autres coopérateurs. Et donc, c'est peut-être via ce canal-là que la possibilité de rassembler les 10% pourrait être possible. Mais je ne sais pas si, dans ce que Jacques disait, il sous-entendait que le coopérateur ne peut avoir accès qu'à ses données et pas à celles des autres, même s'il est un coopérateur de la société. Je ne crois pas, tu as raison, mais les autres de 5 catégories de titres, dans l'article 7.13 de l'arrêté royal de 2019 sur le registre électronique, article 7.13 que j'ai sous les yeux, que je ne connais pas par cœur, et que je n'ai pas non plus étudié tout ça mot par mot. Donc, mais je vois en tout cas que on indique que la qualité de titulaire d'un titre, pour la consultation directe du registre relatif à sa catégorie de titres, est prouvée par son inscription dans le registre. Donc, j'en déduis qu'effectivement, comme tu dis, on a accès aux données des autres, mais dans sa catégorie de titres. Dans sa catégorie de titres. Et c'est un droit d'accès, pas de prendre des copies. Hein. Consultation, à ma connaissance. Okay. Merci. On entend sur la question de l'AG ou pas, Olivier? Oui, allons-y sur celle-là. Si vous aviez aussi quelques éléments en plus, donc comment permettre un pourcentage de coopérateurs, voire introduire un point à l'ordre du jour? Mais ça, la réponse elle doit être dans vos statuts. Je veux dire, les statuts, en général, les statuts de toutes les coopératives prévoient qu'un point est mis à l'ordre du jour si au moins X%, au moins X personnes, au moins je ne sais pas quoi, X associés par catégorie. Ben, bon, tout est possible, mais ça doit être réglé dans les statuts. Le demande, et après, les formalités, où elles sont aussi prévues dans les statuts, où elles sont dans un règlement intérieur, ou bien il n'y a pas de précision, et alors tout moyen de communication permettant de prouver évidemment suffisamment qu'on est bien dans les conditions, tout moyen suffit. Voilà. Mais c'est vraiment une question à régler dans ces statuts et pour vraiment les modalités pratico-pratiques, éventuellement dans un règlement intérieur. Il n'y a pas pas de règles supplétives dans le code là-dedans qui dit comment ça se passe si on n'a rien prévu. Il faut prévoir ça dans ces statuts. Merci Jacques. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions supplémentaires. Alors, je vais peut-être poser des questions que nous avions reçues en amont de la part de quelques participants sur des questions peut-être plus spécifiques, plus techniques, et notamment sur la gestion du registre, justement. Hein. Donc, quelles sont les obligations administratives en cas de décès d'un coopérateur, en fait. Comment on gère cela? Donc, il y avait vraiment une question
très spécifique à ce sujet. Je vais répondre. Oui, bien sûr, Jacques. Il n'y a pas, comment je vais dire, de nouveau, le point de départ va être, en l'occurrence pas le coopérateur, puisqu'il est mort, mais sa succession. Donc, c'est la même chose que l'histoire du déménagement tout à l'heure. Hein. Si un coopérateur décède, la coopérative doit en être avertie. Sinon, elle ne peut rien faire. Donc, il n'y a pas d'obligation a priori. Il n'y a pas d'obligation a priori. Il y a simplement, évidemment, l'obligation qui vont découler du fait de l'attitude que vont prendre les héritiers. Alors, de nouveau, il faut aller voir dans les statuts. Dans certaines coopératives, le décès met fin les parts ne sont pas transmissibles. Comme les parts sont, comme on dit en droit, en coopérative, intuitio personae, c'est-à-dire qu'elles sont liées à la personne, bien, il y a des coopératives dans lesquelles, par les statuts, on fait exception à cette intuitio personae en prévoyant que les héritiers héritent de la part, mais alors ils doivent régler entre eux le problème, parce qu'ils vont, s'ils sont 10, ils ne vont pas avoir chacun un dixième de part, parce que les parts sont indivisibles, et cela aussi doit être prévu dans les statuts, hein, et donc ils doivent s'arranger entre eux, voilà, c'est une obligation de la coopérative, qui la reprend. Les autres payent chacun un dixième, peu importe. Là, c'est un peu interne entre les héritiers, mais la coopérative, elle va faire ce que les héritiers leur disent de faire. Alors, je reprends, si les statuts prévoient que quand on décède, la part ne va pas automatiquement aux héritiers, que la personne est comme si elle était démissionnaire, à ce moment-là, l'obligation sera de rembourser à la succession la valeur de la part, valeur calculée conformément aux dispositions statutaires applicables là-dessus. Quand quelqu'un démissionne, quelles sont les règles pour qu'il... Qu'est-ce qu'il va toucher? Ben voilà, ça c'est les mêmes règles vont s'appliquer pour le cas ici. Donc, il n'y a pas d'autre obligation que celle-là. D'ailleurs, les coopératives reçoivent de temps en temps des courriers d'un notaire qui dit voilà, je gère la succession de monsieur machin chose et j'ai trouvé dans sa succession une part de coopérateur chez vous. Voulez-vous nous la rembourser? Je pense que ça répond à la question. Et toujours en lien avec cette question, Muriel nous dit si un coopérateur disparaît, on perd sa trace, on suppose du coup qu'il est décédé, en tout cas il a disparu, mais il n'y a plus d'adresse valable et on n'a pas de contact avec la famille ou les héritiers potentiels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait rien. Enfin, on peut faire des choses préventives, mais d'abord, à la question telle qu'elle est posée là, si quelqu'un effectivement disparaît, il ne répond plus jamais au courrier, et quand on envoie du courrier par poste, ça revient, on ne peut rien faire que de laisser le truc dormant. Alors, il y a un moyen d'anticiper ce problème par les statuts. Mais de nouveau, enfin, d'abord, ça n'a un intérêt que pour des coopératives qui ont beaucoup de coopérateurs, et notamment des coopératives effectivement, qui sont des coopératives d'usagers de distribution. Vous avez une coopérative qui a un supermarché, et voilà, il y a vite 1000, 2000, 3000 coopérateurs, et si c'est une chaîne, il peut y en avoir 100 000. Bon, donc potentiellement, tout ça, c'est possible. Alors, comment éviter ce cimetière, en quelque sorte? Et d'abord, on peut se dire, je m'en fous, le cimetière, il existe, moi, ça reste des fonds propres, comme ça, je suis tranquille. Hein, ça, c'est une attitude qu'on peut prendre. Une autre attitude peut dire, moi, j'aimerais quand même avoir à un moment donné une certitude sur j'ai des coopérateurs qui sont actifs et qui sont existants et j'ai pas un espèce de cimetière dont je ne maîtrise même pas le contour. Bon, alors le moyen d'anticiper, c'est ce qu'on appelle les clauses de qualité.
Et donc, vous mettez, enfin, si c'est trop long et trop technique, tu m'arrêtes, Olivier, mais j'essaye de répondre à la question. Oui, Parce que je ne suis pas de temps dont tu disposes encore, donc tu me on a coupes encore le temps, oui, tu allons-y. me coupes sans ménagement quand tu estimes nécessaire. Mais donc, la clause de qualité, c'est quoi? C'est de dire que, je reprends mon exemple du supermarché, pour être membre de la coopérative, il faut être client de la coopérative. C'est une condition pour être associé. OK? Bon. Après, cette clause, cette condition d'adhésion est en fait transformée dans une autre clause, des statuts en clause de qualité, c'est-à-dire qu'on dit, quelque part dans les statuts, que le coopérateur qui n'a plus fait aucune transaction avec la coopérative depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 1 mois, c'est ce que vous voulez, est considéré comme, enfin, il n'est même pas considéré comme démissionnaire, c'est une clause de qualité. Il perd la qualité d'associé. Donc ça, c'est tout à fait légal. Mais il faut que la clause soit rédigée correctement dans ce sens-là. Et donc, ça permet, à un moment donné, d'après des statistiques d'achat des clients coopérateurs, à un moment donné, une fois par an, de faire le point. Et tous ceux qui n'ont, on peut être très large, hein, on peut laisser depuis 5 ans, ok. Mais tous ceux qui n'ont plus rien acheté depuis 5 ans, aucune transaction, sont répertoriés et on prend une décision de conseil d'administration qui dit, voilà, la liste des gens qui sont considérés comme sortis. Alors après, vous me direz, ok, mais les gens, on n'a pas de nouvelles d'eux, ils ne vont pas réclamer. Comment est-ce qu'on fait pour les rembourser? Ben, on ne les rembourse pas tant qu'ils ne demandent rien. S'ils ne viennent pas demander, on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait comptablement? Vous sortez le montant correspondant des capitaux propres, vous les descendez au passif du bilan en dette à long terme, parce que ça devient des dettes à long terme. Les gens, on leur doit, hein, on leur doit leurs 30 euros, par exemple, hein, on doit 30 euros à monsieur machin chose, ben, c'est inscrit en comptable, et ça peut rester ad vitam. Ou bien un jour, il va se réveiller et dire, tiens, moi, j'avais une part, et puis je suis parti, j'ai déménagé, et quoi. Ah ben, vous attendez, voilà, votre euros. Bon, et, et voilà. Donc ça, c'est une façon de gérer ça. Il n'y a pas d'autre solution à tout ce problème-là que ce que je viens de donner. Merci Jacques pour cette réponse complète. Je vais encore rester dans des questions de ce type, notamment sur le statut accepté par l'ONEM des coopérateurs dits chômeurs. Donc, on avait reçu la question de cette manière-là. Et ce n'est pas sans lien avec une discussion qu'on avait par mail ce matin avec les différents intervenants sur la question du volontariat au sein des coopératives, mais c'est une autre question, mais restons ici sur celle qui nous a été posée donc en amont. Quel est le statut accepté par l'ONEM des coopérateurs chômeurs? C'est pas parmi Virginie, Jacques, Jean-Philippe qui veut répondre ou faire part de son expérience par rapport à cela? Je n'ai pas de réponse, mais par contre, très récemment, effectivement, une personne dont le statut, je n'ai pas plus de précision, ne lui permet pas sans doute de détenir des actifs financiers, avait souscrit, en tout cas marqué sa volonté de souscrire, puis a souhaité faire marche arrière pour éviter tout souci avec son statut. Et le risque qu'elle voyait, c'était qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, la liste des coopérateurs, je pense par exemple au moment de la révision de nos statuts, puisque ça fait l'objet d'un PV par le notaire et que le notaire doit détenir la liste de l'ensemble des coopérateurs, que son nom apparaisse quelque part de manière plus ou moins publique et que du coup, ça lui pose un souci. Mais je n'ai pas la réponse à la question sur est-ce que c'est quand même compatible. Merci. Oui, Jacques? Alors, la question du bénévolat en coopérative. Oui, là, on peut en faire
Et d'ailleurs, nous avons l'intention d'en faire un de ces quatre, un sujet de caravane en tant que tel. Mhm. Bon. Donc, c'est tout de suite pour dire, c'est un sujet énorme, complexe techniquement, et donc on ne va pas, dans ce cadre-ci, et ça s'écarte un peu du problème du registre, bien Tout à fait, sûr, oui. mais, mais la question est super intéressante, mais elle est compliquée. Elle est compliquée parce que la réponse simple en synthèse, c'est que le travail bénévole en coopérative n'est pas permis. Ça, c'est une réponse sans nuance, mais je préfère commencer comme ça. Parce que toute la législation sur le bénévolat, en fait, toute la législation, c'est une loi, c'est la loi de 2005 sur le sujet, prévoit un certain nombre de conditions pour pouvoir faire du bénévolat. Et une des conditions, quand on le fait pour une organisation, c'est que ce soit, dit la loi, une organisation sans but lucratif. La loi ne dit pas que ce soit une association sans but lucratif au sens de l'ancienne loi de 1921 ou de l'actuel code des sociétés et associations, une association sans but lucratif, mais enfin, elle dit une organisation sans but lucratif dont tout le monde fait le lien et dit ben, ça devrait être une association sans but lucratif. Ouais. Alors, il y avait un petit morceau d'ouverture sous l'ancienne législation sur les sociétés, parce que les sociétés qui étaient à finalité sociale pouvaient mettre dans leur statut qu'elles ne distribueraient aucun dividende à leurs actionnaires, et même qu'elles ne distribueraient aucun avantage, quel qu'il soit, à leurs actionnaires. À ce moment-là, elles devenaient évidemment techniquement sans but lucratif, et alors il y avait peut-être une ouverture pour le bénévolat. Peut-être, je dis, parce que ça dépendait des administrations, on n'avait pas toujours la même réponse, etc. Enfin, il y avait une ouverture juridique pour dire, oui, mais bon, OK, puisque la loi dit les organisations à but lucratif, donc ce n'est pas que les associations SBM, le sens technique précis du terme, ça peut être autre chose OK, mais aujourd'hui, de toute façon, une société coopérative, ou quelque société que ce soit, qui est une société au sens du code des sociétés et des associations, ne peut pas s'interdire de distribuer des avantages patrimoniaux, c'est la terminologie employée par le texte, direct ou indirect vers ses associés. Elle ne peut pas, non seulement elle ne peut pas se l'interdire, mais elle est même obligée, parce que c'est ça la définition des sociétés dans le code. Je ne dis pas que j'approuve, je dis que c'est ce que je trouve dans le code. Une société, c'est comment dirais-je, un contrat entre différentes personnes pour mettre des choses en commun dans le but principalement, pas uniquement, mais pas nécessairement uniquement, mais en tout cas principalement, de se procurer des avantages patrimoniaux directs ou indirects. Et donc, voilà, la porte ouverte qui existait sous l'ancienne législation, elle est fermée. Donc, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et donc, quand on veut faire une réponse simple, quand on est questionné là-dessus, on dit non. Après, il faut savoir que on travaille sur le sujet et qu'on a l'intention même de faire des propositions législatives là-dessus pour aborder, pas forcément l'aborder, mais pour régler ce problème. Mais ça ne se fait pas en un tournement parce que c'est complexe. C'est complexe parce que je pense qu'on sera tous d'accord, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on ne va pas ouvrir la porte complètement et tout permettre. Hein, parce que sinon, il y a un danger, je veux dire, éthique, hein, des possibilités d'abus, etc. Donc, il faut, si on crée un statut juridique du travail de coopérateur en coopérative, soit que ce soit dans le cadre de la loi de 2005 qu'on élargit, soit d'une loi spécifique qu'on crée pour la cause, ben, il va falloir qu'on mette les limites. Voilà, pour éviter les abus. Donc, on ne peut pas aller proposer au législateur n'importe quoi. Et puis nous-mêmes, on ne va pas proposer n'importe quoi qu'on regretterait d'avoir, parce que voilà, il y a toujours des risques à un moment donné, quelqu'un abuse du système, et donc ça, il faut éviter aussi. Donc, c'est un problème complexe sur lequel on travaille, et on avait l'intention de faire une caravane coopérative là-dessus.
Mais comme si on l'a fait maintenant, c'est pour raconter plus en détail tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, mais on a postposé en disant on le fera au moins à un moment où nous, on aura une vision claire sur ce qu'on propose au législateur, même si ce n'est pas encore l'application, bien sûr, c'est un truc qui va prendre des siècles, comme toujours. Bon, mais on va au moins finaliser une solution juridique en disant voilà ce qu'on propose nous. Voilà. On propose de changer telle loi avec dans telle limite, avec dans tel contexte, dans tel cadre, etc. Bon. Et donc, on reviendra sur le sujet dans quelques mois. Merci Jacques. La transition est toute faite puisque nous arrivons déjà à la fin de notre salle. Et Jean-Philippe, tu avais une dernière chose à nous dire? Oui. Je voulais juste reposer la question à Jacques, puisque le sujet qu'on évoquait précédemment était pas celui du volontariat, mais celui de statuts sociaux qui seraient incompatibles avec le fait d'être coopérateur. Et voilà, sur base d'une expérience effectivement récente que j'avais. Ok, mais là, je m'excuse, j'ai répondu à côté sur ce point-là. Mais c'était super intéressant, moi ça m'intéresse aussi. Non, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être chômeur et le fait d'être coopérateur. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il va y avoir un problème si dans les statuts de la coopérative, le coopérateur est obligé, en tant que coopérateur, il prend l'engagement d'aller travailler dans la coopérative à titre bénévole. Alors on retombe sur le problème du bénévolat et des positions souvent fermées et compliquées des administrations là-dessus. Donc, être coopérateur, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui peut le reprocher. Mais être coopérateur et être actif dans la coopérative, parce que ça fait partie des statuts et du règlement dans l'intérieur, qu'il faut venir prester X heures par mois ou par semaine, ou que sais-je, là, il va y avoir un problème. Mais ce n'est pas le fait d'être coopérateur. La question de notre coopératrice, c'était je suis dans un statut où, sans doute, à un moment donné, je dois faire connaître mon patrimoine, en fait. Et la détention d'un actif financier semblait poser problème. C'était ça. C'est encore autre chose. Alors, c'est que c'est quelqu'un qui est en partie dans un statut d'interdit. Comment est-ce qu'on dit ça, là, des gens qui sont sous contrôle, je ne sais plus comment, la terminologie juridique. Je vais vous arrêter, messieurs. Donc, juste là pour dire 30 secondes pour terminer ma réponse à Jean-Philippe. Si c'est quelqu'un qui est incapable juridiquement, parce que c'est ça, hein, de passer un acte juridique et d'acheter quelque chose, oui, il y a un problème. Ça, c'est clair. Parce que même acheter une part à 30 balles, si elle est sous contrôle, elle ne peut pas, ou elle va demander l'autorisation de celui qui est désigné pour, etc. Donc, si c'est ça le problème, oui, mais je pense que ce n'est pas une affaire de chômeur ou de statut, c'est plutôt une question de capacité juridique de la personne qui est limitée par un dispositif, vu que, voilà, on l'a mis sous contrôle pour une raison ou pour une autre. Voilà. Je veux dire. Merci à tout le monde. Donc, je vous propose maintenant de retourner dans la séance, la salle principale. Donc, vous cliquez bien sur quitter la salle et quitter la séance et non quitter la réunion. Et on se retrouve là alors pour la conclusion. Et si vous voulez encore parler plus longuement, à partir de 13h30, on peut encore détailler tout cela. Voilà, merci à tous. Allez continuer entre vous. Alors, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, en restant un peu plus longtemps ici, les salles vous restent encore à disposition. Vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez. Mais aussi, pourquoi pas, vous échanger vos coordonnées et continuer vos rencontres, vos échanges, vos discussions entre vous. Nous, on aurait besoin de vous, en fait, pour la prochaine caravane coopérative. On aimerait bien en relancer une autre, en espérant pouvoir se voir en vrai pour la rentrée. Et on a vraiment besoin de vous pour savoir quelle thématique vous intéresse, sur quoi est-ce que vous avez besoin, envie d'échanger. Et donc, si vous avez des besoins, des envies, des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, soit Pauline, soit Estelle, soit par retour de mail, soit maintenant directement dans le chat. Au revoir Jean-François et Christine, merci. Ou maintenant en live aussi, il n'y a pas de souci. Et peut-être juste avant de vous
vous céder la parole pour toutes vos idées. Je voulais vous faire part de 4 dates de rencontres Enfin, en tout cas, voilà, chez CoopCity, on est en pleine ébullition. On va relancer des programmes d'accompagnement. Et donc, on aimerait, si vous avez envie, besoin de vous faire accompagner sur le lancement d'une entreprise, de votre coopérative ou bien sûr son développement en vue d'un potentiel changement d'échelle, n'hésitez pas à venir vous renseigner. On organise des séances d'information les 24 juin et le 6 juillet en soirée à Bruxelles. Toutes les informations sont sur notre site internet. Et alors, peut-être un peu plus pratico-pratique, on organise aussi, dans le cadre d'une semaine plus centrée sur la personne de l'entrepreneur, une première soirée le 28 juin de témoignages sur qu'est-ce que c'est en fait être entrepreneur social. Et donc, n'hésitez pas à venir, ça va être vraiment chouette. Et aussi le 30 juin, un atelier sur comment on peut faire pour éviter le surménage. Je me permets d'en parler parce que je pense que les temps sont durs et que voilà, vous pourriez aussi en profiter. Donc, n'hésitez pas, toutes les informations sont notre site internet. Je ne sais pas, Estelle, si tu voulais aussi nous partager quelques dates de la part de SAOI. Alors, on a effectivement quelques dates. On a le 2 et 9 juillet une formation sur économie sociale et transition pour comprendre un petit peu le lien entre les deux et comment faire pour vraiment faire avancer les choses. On a aussi le 1er juillet un événement sur le temps de midi avec Smart sur la transition et l'effondrement. Et alors cet été, on organise 3 escapades pour aller directement sur place. C'est un peu sportif, il y a de la marche à pied ou il y a du vélo. Le 7 juillet et puis les 2 autres dates sont fin août pour découvrir directement des initiatives d'économie sociale et en parler en groupe sur place. Alors il y a de la marche à pied, je disais, à la Louvière, 16 km pour aller rencontrer 3 ou 4 entreprises d'économie sociale différentes ou des lieux emblématiques et historiques. Et en août, j'ai un trou. Ah non, il y en a une, c'est sur la mobilité à Bruxelles, sur plutôt la mobilité douce à Bruxelles. Et toute fin août, c'est aller découvrir les acteurs de la ceinture alimentaire de Charleroi. Donc, c'est une boucle à vélo, 35 km, pour aller rencontrer des producteurs, des magasins et comprendre un petit peu, je ne sais plus quoi, pour aller connaître un petit peu tous les points de vue de chacun, les problématiques, comment ils s'organisent entre eux, comment ils trouvent des solutions à plusieurs. Merci Estelle. Je pense que Financité voulait aussi nous partager une date. Oui, alors je voulais juste vous faire part du fait qu'on va lancer une nouvelle session de web formation qui ont vraiment pour thématique comment se financer avec l'argent des citoyens, comment faire pour émettre des parts, des obligations. C'est des formations très concrètes. Il y a 10 web formations qui se passent le matin de 8h30 à 10h avec, comme ici, l'intervention de coopératives qui viennent faire du partage d'expérience et un volet plutôt théorique apporté par nous. Et on démarre en septembre et vous trouverez toutes les informations sur ces formations qui sont donc accessibles gratuitement sur le site financité.be. Donc, je vous invite vraiment, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, à ne pas hésiter à vous inscrire. Il y a un module d'inscription qui est disponible en ligne. On parlera réglementation, tax shelter, plateforme de crowdfunding, émission d'obligations, de plein de choses. Et vous êtes bien sûr les bienvenus. Super, merci Lise. Et encore, merci à tous et toutes. Voilà, pour ceux et celles qui voudraient continuer vos échanges, les discussions, comme on vous a dit, on vous laisse le Zoom, il est pour vous. Et n'hésitez pas aussi à nous transmettre alors vos idées, vos envies, vos besoins pour notre prochaine rencontre qui se fera probablement à la rentrée. Bon après-midi, bon appétit. Bon après-midi à tout le monde. Ceux qui ne restent pas, je vous remercie pour votre participation. C'était très chouette. Enfin, en tout cas, dans ma salle, j'espère que votre salle aussi. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. On va voir qui reste au final.
Les intervenants. Les intervenants. Ah non, C'est même pas tous, tu vois. Oui, merci aux intervenants qui restent encore. Super pour votre participation. Ça demandait un peu de temps. Vous étiez là, présents, en nombre en plus. Donc, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère que vous avez aussi des chats privés. Oui, c'était chouette d'échanger en tout cas. Ah ben, ça pas. Mais c'est le principe. Hein, donc, voilà. Je trouve chez nous, dans notre salle, il y a eu pas mal de questions, d'échanges et tout ça. C'était assez chouette. Donc, voilà. Et du coup, vous aussi, n'hésitez pas si vous avez besoin, enfin, si vous trouvez que c'est des bons moments pour pouvoir échanger avec d'autres et que vous avez des thématiques, des questions, des problématiques qui vous taraudent. On est vraiment, vraiment, vraiment preneurs de nouvelles thématiques. Donc, faites-en part. Jérôme? A priori, ce qu'il faudrait pour pouvoir échanger mieux, c'est pouvoir se voir. Mais ça, Jérôme, je te jure que moi, en tout cas moi, c'est la dernière fois que j'organise un truc en live. C'est terminé, j'arrête. J'en ai ras-le-bol. Donc, même si ça permet sans doute plus facilement d'y participer, etc. Ça, j'en conviens. Mais là, on perd en convivialité énorme et en rencontre et justement en échange informel, etc. Donc, oui, tout à fait. Donc, c'est au programme, en tout cas. Mais oui, moi, pour peut-être une idée pour la prochaine caravane coopérative, enfin, je sais pas, en tout cas, nous, la question qui nous taraude, c'est ce que j'ai envoyé par mail hier, c'est cette question de comment accueillir des travailleurs bénévoles. Oui. Alors, là, je sens qu'il y a un peu un nœud et que, alors, il y a eu plein de pistes envoyées par mail et c'est chouette, on va creuser ça, mais voilà, j'ai l'impression que c'est compliqué quand même un peu pour tout le monde. Donc, je reprends là-dessus, en fait, la prochaine caravane qui était programmée le 30 septembre avec pour thématique le bénévolat. Donc, on y était, quoi, tu vois. Ouais. Donc, parce qu'il y a depuis 3 ans des groupes de travail qui se font avec notamment les supermarchés coopératifs qui ont basé leur modèle économique sur le bénévolat et en fait qui sont dans l'illégalité. Donc, Febeco, PSAWB, d'autres acteurs, etc. sont vraiment en train d'étudier le sujet. Le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas encore de solution. Si tu veux, la loi n'autorise pas le bénévolat et donc faire une caravane sans proposer une solution ou annoncer un changement, etc., ça reste compliqué. Quentin, je vois que… Oui, donc c'est vrai. En même temps, il y a un besoin d'information. Oui. Pourrait peut-être aussi être fait, c'est transformer cette caravane, d'une part, en donner les bonnes informations à tout le monde, et d'autre part, commencer à faire pression. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi imaginer, si on a beaucoup de monde, je sais pas, une sorte de demande collective de l'ensemble des acteurs coopératifs pour que le cadre législatif soit… change, quoi. Ouais. Donc voilà, il faudrait voir si c'est… Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, ça peut être pertinent. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas, Tiffany, quand j'ai vu ton mail, je me suis dit, ah oui, encore une fois, enfin, nous, c'est tout le temps des demandes sur le bénévolat, etc. Donc, c'est peut-être pas inintéressant de reclarifier le propos, en tout cas. Donc, et de dire où en sont les démarches et où en sont, voilà, peut-être un futur projet d'écriture de loi, etc. Donc… et que justement, que plusieurs initiatives prennent part à ça. Donc ce n'était pas une mauvaise idée, cette caravane sur le bénévolat. Non. Et il faut savoir qu'on est capable de faire changer les lois, puisque nous, on a réussi à obtenir l'aide à la presse qui n'était réservée qu'aux ASBL jusqu'à l'année dernière. Et à force de pression intelligente de notre part, ils ont ouvert ce droit aux coopératives, parce que c'était un non-sens de plus en plus flagrant de refuser l'aide à la presse qui est distribuée à tous les médias, sauf à ceux qui sont sous forme de coopérative. Et donc voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur de nous aussi jouer un rôle de lobby. Tiff, tu veux nous aider à construire cette nouvelle rencontre? Non, mais… Eh oui, non, ça absolument pas. Là, je viens de tomber dans mon propre piège. Non, mais toi, enfin, je veux dire… Écoute, peut-être, je vais pas te mentir sur mon temps disponible, mais après, pourquoi pas. En tout cas, je peux vous amener nos questions précises et réfléchir avec vous, oui. Ouais. Je serais preneuse en tout cas de votre expérience en mobilisation et en lobby, etc. Enfin, je ne doute pas que ça puisse le faire, mais voilà. Ouais. Quentin voulait parler. Ça peut être un sujet générique aussi ultérieur, c'est comment faire du plaidoyer quand on est une coopérative, quel que soit le sujet, quoi. Et bon, ça c'est un exemple, et il y en a sans doute d'autres. Ça pourrait aussi être dans la liste de nos sujets potentiels de caravane. Je trouve que c'est pas mal, effectivement. Et qu'est-ce que c'est un
plaidoyer, etc. quoi. Et quelques exemples, si possible, réussis, pourraient aider à illustrer. On ne parlera pas du code des sociétés alors. Non. On a déjà fait les caravanes sur le nouveau code des sociétés, c'est bon. Mais voilà, intéressant. En tout cas, on va réfléchir et puis on reviendra de toute façon vers tout le monde. Donc, et voilà. Ça va? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut s'exprimer? Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Impeccable. Lise, j'ai apprécié animer avec toi, c'était cool. Oui, c'était bien. Hein, ouais, c'était relax. C'était cool. C'était super agréable. Ouais, bonne fin Voilà. bon appétit. Oui. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Bon après-midi. Merci à tout le monde. Au revoir, merci. Hein. Au revoir. Voilà. Eh ben, super. Eh ben voilà. Et c'est difficile de jongler avec 36 fenêtres. Hein. Moi, je ne voyais plus par moment qui levait la main, qui dit. Ah ouais, mais moi, j'ai enlevé le. On n'était pas beaucoup, tu vois. Enfin, on était une 13, 14, 15 en fonction. Et donc, du coup, au bout du coup, j'ai pas mis le PowerPoint. Et les gens posaient des questions dans le chat, on les reposait, etc. Et tout le monde s'exprimait. C'était plus. Voilà, et on voyait tout le monde, en fait. Donc, ça, c'était plus cool. Nous, on est arrivé très, très vite dans le cœur du sujet. Pardon, attends. Mal aux oreilles. Vérifie. Je disais, on est arrivé très, très vite dans le sujet en éludant assez fort les questions introductives des personnes. Et donc, il y a eu plein de chouettes pistes qui ont été diffusées, notamment dans le chat, avec même des outils pour maintenir la participation. En fait, on arrivait à un truc qui est un peu dévié à certains moments donnés. On essayait de revenir recentrer. Et puis, tout à coup, juste les derniers quarts d'heure, il y a eu un peu un creux. Alors, je suis repartie sur les questions principales qui s'autoposaient, en fait, les interlocuteurs. Mais ils avaient déjà vachement répondu. Et comme on était beaucoup, on tournait autour de 27-28, peu osaient prendre la parole. On a plein de questions au début, donc c'est chouette. On a pu regrouper. On a eu sur comment créer sa communauté, comment gérer la tension entre ceux qui sont rémunérés et ceux qui sont bénévoles et des choses comme ça. Et tu sentais qu'ils avaient peur de bouger de salle? Moi, je ne les ai pas vus bouger de salle, sincèrement. J'ai peu de mouvement, quoi. Nous, le gros est resté. Il y a des nouveaux qui arrivaient, mais ils ne mettaient pas leur caméra, alors ils n'ont pas parlé. Donc, ils n'ont pas… Moi, j'ai pas mal de personnes qui sont parties, je pense, d'ailleurs, qui l'indiquaient, merci, qui étaient venues chercher, je pense, une information précise. Mais je n'avais pas de visuel très concret sur qui arrivait. Mais j'ai l'impression que nous sommes restés une dizaine, a priori, mais du coup, continuellement, quoi. Si on est obligé de faire ça en ligne, peut-être qu'on pourrait plus… Tu sais quoi, je vais arrêter l'enregistrement. Ah oui. Par exemple, la dame qui était sur les coopératives, les supermarchés coopératifs, avec une question très précise sur comment maintenir l'application, etc. J'avais déjà dévié sa question chez Olivier et elle est arrivée aussi chez nous avec cette question. Ah oui. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouvait, à un moment donné, j'ai pris la parole en disant j'espère que vous entendez des réponses qui peuvent vous convenir aussi à votre cas particulier. Sinon, je vous invite à l'interroger dans l'interstice entre 13h30 et 14h, Jean-Philippe de Agricovert. Et finalement, elle m'a écrit en chat privé, parce que ça aussi, j'ai eu 3-4 personnes qui me trouvaient dans le chat privé, quoi, à moi toute seule. Et qui me disait c'est qui le monsieur de la table 3, etc. Est-ce que vous pourrez m'envoyer tes coordonnées? Et tu es là, tu essaies de lire tes questions, de les écrire sur le truc partagé, de voir qui lève la main, on arrête la parole, je pense on arrête. En live la prochaine fois. Des gens qui ouvrent leur micro, qui prennent la parole et tu sais pas qui parle parce que tu n'as même pas la tête. Ça, c'est chaud, ouais. J'ai l'impression que quand on va re-regarder les vidéos, ça va être hyper riche d'enseignements et tout ça. Comment est-ce que vous voyez la capitalisation là-dessus? Est-ce qu'on… Je ne sais pas, mais par contre, avant qu'on dise où est-ce qu'elles se sont enregistrées. Quand j'ai arrêté mon enregistrement, j'ai vu qu'elles s'enregistraient, mais je n'ai pas pu choisir où. Je sais pas si c'est chez Pauline, je ne sais pas si c'est chez moi. Je sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Donc, je vais mettre fin. Moi, il vient de dire, je viens de l'arrêter. Il m'a dit, ça s'enregistre une fois que…